Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'excuse, je suis un peu en ombre chinoise. C'est pas que je veux garder l'anonymat, hein, c'est un problème d'éclairage dans mon bureau. On va donc vous présenter ce travail qui est sorti donc avec le titre Workload and Remuneration on Farms in South of France dans le JRS là, il y a quelques mois et qui va ressortir sous une forme un peu différente. Enfin, les conclusions sont un peu les mêmes dans un chapitre d'ouvrage hein, qui va paraître là d'ici peu aux éditions Quae sur le travail en agriculture. Alors, en réalité, le titre original auquel on avait pensé était plutôt mais où est donc cette agroécologie dont tout le monde parle mais que l'on ne voit pas? Parce que probablement que vous tous, comme nous, appartenez et travaillez dans des institutions où on entend le mot agroécologie au moins 5 fois par jour depuis quelques années. Et nous, ce qui nous a surpris, c'est que dans les travaux de terrain qu'on faisait en France, en particulier dans le sud, eh bien, au fond, on voyait très très peu hein, d'agriculture relevant plus ou moins de cette agroécologie. Donc ça nous a interrogés. Et on a commencé à regarder un peu ce que disait la littérature à ce sujet, donc tu peux passer clair. Et dans les différents articles que l'on a pu consulter, il y a un schéma qui revient assez fréquemment, hein, c'est ce schéma de RN qui date déjà de 2010, hein, qui a été repris ici par Belon. Et c'est un schéma qui explique un petit peu l'une des difficultés majeures à la transition vers des systèmes agroécologiques. Donc, vous avez en ordonnée hein, le niveau de productivité et puis en abscisse une échelle de plus ou moins grande durabilité des systèmes, hein. Et donc, il s'agit au fond de passer d'une agriculture conventionnelle, donc en haut à gauche, à des systèmes agroécologiques en haut à droite. Et cette transition eh bien, impliquerait, selon ces auteurs, d'accepter pendant une période plus ou moins longue que les systèmes en transition soient moins productifs, hein, puisque à la fois on aurait abandonné les techniques classiques de l'agriculture conventionnelle et on n'aurait pas encore mis en œuvre des systèmes de production suffisamment diversifiés, on n'aurait pas encore réintégré suffisamment les savoirs paysans. Et voilà. Alors, ce schéma nous a posé un certain nombre de questions, hein. La première, c'est qu'il n'est pas très clair dans ces textes. Enfin, ce qui n'est pas clair, c'est de quoi on parle. S'agit-il de la productivité ou des rendements? Or, c'est une question fondamentale, hein, parce que si on prend un paysan boulanger comme ceux dont on va parler d'ici quelques instants, les rendements céréaliers sont évidemment en agriculture biologique qui plus est bien souvent bien inférieurs, mais si on tient compte du fait que ce paysan transforme et vend parfois même lui-même une partie de sa production, eh bien la valeur ajoutée, donc la productivité, s'avère en fait bien supérieure. Euh, Par ailleurs, si tant est qu'il s'agisse bel et bien de productivité, bah, il n'est pas euh, clair s'il s'agit de la productivité à l'hectare ou d'une productivité du travail, hein. Et là aussi, c'est une question clé, hein, parce que le paysan boulanger, en l'occurrence, peut-être que la productivité à l'hectare est supérieure, mais il a évidemment investi un travail supplémentaire. Et d'ailleurs, le travail est peut-être le grand absent bien souvent des textes qui traitent de ces questions-là, hein. Soit c'est pas trop pris en compte, soit c'est pris en compte d'une manière qui nous semble assez approximative, hein, au travers du concept d'ETA, quoi, hein. Et puis la rémunération de ce travail est rarement abordée aussi. Alors, c'est pour ça qu'il nous a semblé que les différents travaux de terrain qu'on a pu mener au cours des 10 dernières années, hein, alors essentiellement dans le sud de la France, sauf qu'on est à Montpellier, donc les terrains sont affichés ici. Ces travaux nous ont semblé pouvoir apporter un certain nombre d'éléments de réponse qu'on va essayer de partager avec vous. Alors, ces terrains, hein, c'est des recherches que l'on mène dans le cadre de notre métier d'enseignant-chercheur, hein. Donc, chaque année, on organise des stages collectifs avec des étudiants ingénieurs où on passe 2 semaines dans une région agricole qu'on choisit en général comme étant une région avec des exploitations assez diversifiées, assez contrastées. Et on réalise pendant 2 semaines ce qu'on appelle un diagnostic agraire, hein. Donc, c'est une méthode d'étude de l'agriculture à l'échelle régionale qui nous vient de l'agriculture comparée
sur laquelle éventuellement on pourra revenir s'il y a des questions sur la partie méthodologique. Tu peux passer, Claire, voilà. Euh, alors, bon, on va évidemment vous présenter les résultats actuels, si vous voulez, la situation de l'agriculture dans ces régions aujourd'hui, mais on accorde toujours une importance à l'histoire de notre approche. Et en termes d'histoire, je crois qu'il est bon de rappeler quelques éléments, alors qu'on connaît, hein, mais qu'on a peut-être un peu oubliés. Alors, premier point, euh, dans toutes ces régions, malgré leur spécificité, l'agriculture a longtemps été, aux années 50, basée sur ce qu'on appelle polyculture, polyélevage, hein, ne serait-ce que parce que les animaux étaient indispensables dans toute exploitation comme source d'énergie et puis pour renouveler la fertilité. Et c'est ce modèle, au fond, qui a été largement bouleversé après-guerre, hein, avec la mise en place de la PAC, évidemment. Alors, la PAC qui visait à améliorer la sécurité alimentaire européenne, mais ça allait plus loin, hein. C'est-à-dire, quand on regarde les textes d'époque, l'objectif, c'était aussi de produire plus, hein, mais avec moins de travail, hein. C'était un objectif clairement affiché, et c'était donc d'augmenter la productivité brute du travail. Alors, ça s'est traduit concrètement, hein, ce ne sont que des rappels, nous en sommes convaincus, mais tu peux passer, Claire. Ça s'est traduit d'abord par la motomécanisation, hein, et le tracteur, eh bien, a permis justement de se libérer, si j'ose dire, de l'élevage, et donc déjà de libérer du temps de travail. Et puis ces tracteurs puissants ont pu permettre de tirer des outils de plus en plus larges, et donc de cultiver de plus grandes surfaces par agriculteur. Et cette motomécanisation, comme vous le savez, hein, a rapidement conduit à une forme de spécialisation régionale de l'agriculture. C'est-à-dire que les investissements dans les tracteurs, les moissonneuses et tout cet équipement n'ont été réalisés que dans les régions qui s'y prêtaient le mieux, hein, donc pour faire simple, dans les plaines. Et d'autres régions, à ce moment-là, au contraire, bah, se sont plutôt spécialisées dans l'élevage, hein, ou éventuellement l'arboriculture fruitière, hein, comme ici la culture de noyer en Isère. Euh, alors, cette spécialisation a reposé à nouveau un problème de travail, paradoxalement, c'est-à-dire que des systèmes de production plus spécialisés ont amené à des pointes de travail plus marquées, et il a fallu résoudre ça aussi. Alors, les modalités ont été diverses, hein, mais alors ça a pu passer par la combinaison de cultures d'hiver avec des cultures de printemps, hein. Ça, c'est le grand modèle qu'on a retrouvé dans le sud-ouest, donc en particulier avec le maïs. Tu peux afficher, Claire, s'il te plaît. Voilà. Culture d'hiver et culture de maïs, qui permettent bah, d'éviter les pointes de travail ou de les réduire. Dans d'autres systèmes, en particulier dans les systèmes d'élevage, c'est la diapo suivante, euh, on a évidemment, alors en particulier en élevage laitier, réduit la pointe de travail de la traite par les pots trayeurs, les machines à traire, les robots de traite, hein, vous connaissez ça, mais il ne faut pas oublier le rôle clé, hein, qu'a pu avoir par rapport aux questions de travail et de pointe de travail les systèmes fourragers, hein, euh, qui ont permis bah, d'assouplir le travail, de l'étaler sur l'année, grâce à l'ensilage de maïs, à l'ensilage d'herbe, ou à l'enrubanage ou le séchage en grange, si c'est le foin qui nous intéresse. Bien. Alors, les modalités ont été diverses. Ça a été peut-être parfois un peu plus tardif. Tu peux passer, Claire, s'il te plaît. Pour tout ce qui est arboriculture, c'est vrai que ça a été a priori un peu moins touché par la mécanisation. Mais enfin, bon, là, on a pas mal travaillé sur les noyers en Isère, et aujourd'hui, c'est récolté avec des vibreurs, des ramasseuses, et puis il y a différentes variétés qui permettent d'étaler le temps de récolte. Pareil pour les pommes, hein, ici en Tarn-et-Garonne, qui maintenant sont conduites en haie fruitière, ce qui permet le passage des plateformes et les sécateurs pneumatiques. Bon, globalement, un vaste mouvement de réduction du temps de travail à l'hectare, au fond, hein, qui marque la deuxième moitié du XXe siècle, avec quelques exceptions, hein. C'est évidemment les systèmes, disons, maraîchers, hein, qui, comme vous le savez, sont restés très intensifs en travail, et qui, dans cette période, ont de plus en plus reposé sur du travail salarié, l'embauche de saisonniers, notamment d'origine étrangère. Alors, bilan de cette affaire, et c'est là que je voulais en venir, c'est que, évidemment, on sait tout ça, hein, mais il faut absolument pas l'oublier.
c'est une baisse, mais massive, du nombre de travailleurs à l'hectare au cours des 50 dernières années. On a divisé par 2 à 4, suivant les régions où nous, on a travaillé, le nombre de TP pour 100 hectares, quoi. C'est absolument colossal. Et aujourd'hui, bah, il en résulte des situations extrêmement contrastées en termes de temps de travail investi à l'hectare. Alors là, vous avez ici quelques-uns des systèmes de culture ou d'élevage qu'on a pu analyser dans le cadre de ces études. Et vous voyez que le temps de travail investi à l'hectare, il va de moins d'une journée par hectare en grande culture, comme on dit, motomécanisée, à plus de 200 facilement si on parle de maraîchage, et encore plus si on parle de maraîchage en agriculture biologique. Donc des écarts absolument monumentaux euh, d'une exploitation à l'autre. Oui, tu peux avancer, Claire. Alors, un point remarquable, c'est que là, c'est beaucoup plus récent, hein, disons depuis 20 ou 10 ou 20 ans, suivant les régions, on a vu des situations un peu nouvelles, c'est-à-dire des agriculteurs qui réinvestissaient dans des systèmes de production paradoxalement plus intensifs en travail. C'est-à-dire une espèce de voie alternative. Alors, soit par l'agriculture conventionnelle, hein, donc typiquement des agriculteurs qui ne pouvaient pas s'agrandir, eh bien, se sont tournés vers la production de semences ou des élevages hors sol, hein, notamment dans la Drôme. Et puis, des agriculteurs bien souvent néo, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas pu acquérir beaucoup d'hectares et souvent disposant assez peu de capital, eh bien, se sont lancés dans, qui relève plutôt de l'agroécologie, hein, donc dans le système en agriculture biologique, souvent couplé à de la transformation à la ferme et souvent aussi couplé à la vente directe d'une partie de cette production. Vas-y, Claire. Voilà. Et tout cela aboutit, au-delà des différences hein, que j'ai déjà soulignées de niveau d'intensification au travail à l'hectare, sur des niveaux de rémunération de ce travail, alors mesuré ici par la valeur ajoutée obtenue par jour de travail investi dans l'exploitation, hein, dans le système de culture ou le système d'élevage, qui sont eux-mêmes extrêmement contrastés. Hein qui vont, en tout cas dans les situations que nous avons analysées, qui vont donc de près de 2000 euros par jour de travail. Donc là, je ne vous cacherai pas, et ce n'est pas surprenant, hein, ça c'est ce qu'on va trouver dans les systèmes de grande culture motomécanisée et chimisée, notamment dans le sud-ouest, donc près de 2000 euros. Et à l'inverse, à l'autre bout, hein, dans les systèmes qui sont précisément les plus intensifs en travail, hein, donc vous voyez, au-delà de 300 jours de travail par hectare, là, on a des niveaux de rémunération bien inférieurs, hein, souvent inférieurs à 100 euros par jour. Et il se trouve que la plupart des systèmes qu'on a rencontrés, qui se rapprochent le plus, disons, de l'agroécologie, bah, sont quand même beaucoup plus proches de l'axe des abscisses dans ce graphique que de l'axe des ordonnées. Alors, du coup, on va essayer maintenant pour comprendre un petit peu mieux cette position particulière qu'ont les systèmes agroécologiques sur ce graphique. On va prendre quelques exemples rentrant dans la présentation de quelques systèmes de production. Et le premier système de production sur lequel on va s'appuyer, j'arrive plus à faire. Voilà, c'est ça. Donc c'est un système de production qui correspond à l'archétype en fait de cette extensification en travail en grande culture, permise par l'accroissement continu du niveau d'équipement qu'on voit ici à travers un niveau d'amortissement économique hein, qui est de 115 000 euros par an. Et grâce à ces équipements, ce qu'on voit sur ce calendrier de travail, hein, c'est que la charge en travail, elle est finalement assez réduite tout au long de l'année, surtout quand on se rappelle que c'est pour une surface de 820 hectares, avec tout de même un pic, voire deux pics, au moment des moissons et du stockage des céréales. On a un total avec ça de 0,7 jours de travail par hectare, ce qui correspond aux plus faibles valeurs qu'on a obtenues à l'échelle d'exploitation dans notre étude. Et pour évaluer maintenant la rémunération de ce travail, on considère ici le revenu agricole qui est ramené donc au nombre de jours de travail et on a pour ce système de production 600 euros par jour de travail qui est constitué pour moitié de subventions.
Alors, on compare ce système de production avec un autre type d'exploitation qui est un paysan boulanger qui est situé dans le Trièves, qui produit également des céréales, mais en y consacrant beaucoup plus de travail par hectare, en lien d'abord avec un moindre niveau d'équipement, avec une conduite en agriculture biologique qui nécessite des opérations mécaniques de lutte contre les adventices, et avec la transformation des céréales en farine et en pain qui est ensuite vendu à travers des circuits courts. Donc, il résulte de toutes ces opérations supplémentaires, mais une charge en travail qui est bien plus élevée, qui est de 14. Et même si le revenu agricole par jour de travail est supérieur au SMIC, on constate qu'il est quand même bien moins rémunéré que dans le cas précédent. Alors, pour continuer d'illustrer ce propos, on va maintenant prendre comme base de comparaison un type d'exploitation qui, ayant accès à moins de surface propice à la production céréalière que dans le premier cas, on est ici avec 70 hectares par actif contre plus de 200 dans le premier cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour tenir compte de cet accès un peu plus limité au foncier, c'est un type d'exploitation qui s'est orienté vers la production de semences en contrat avec des semenciers et qu'elle combine avec l'élevage de poulets label rouge en intégration. Alors, le niveau d'équipement, là aussi, comme dans le premier cas, il est élevé, hein, et il permet de consacrer très peu de travail à l'élevage. On est sur 2 heures par jour de travail d'astreinte pour 200 000 poulets qui sont produits par an. Et très peu de travail aussi consacré aux cultures, excepté lors de la castration du maïs qui est faite par des saisonniers. Et on a au final un revenu agricole par jour de travail familial qui est là aussi élevé de 440 euros par jour de travail. On compare ce système de production avec un système de production qui élève également des volailles, mais en plein air, en agriculture biologique, avec une diversité d'espèces, qui a des cycles d'élevage plus longs, avec donc une automatisation des tâches qui est bien moins importante que dans le cas précédent, ce qui va générer plus de travail par animal, mais aussi tout un travail de commercialisation, une activité de rôtisserie qui apparaît en violet sur ce calendrier de travail, qui va remplir le calendrier pour un total de 230 jours de travail par hectare. Et là aussi, ce surplus de travail apparaît comme étant mal rémunéré puisqu'on aboutit à un revenu agricole par jour de 120 euros, donc assez proche du SMIC, qui présente toutefois l'avantage de ne pas du tout dépendre des subventions. Alors, une troisième comparaison, cette fois-ci en maraîchage, avec à gauche un type d'exploitation qui est spécialisé dans la culture de melons, conduit par une firme en fait qui va louer chaque année de nouvelles parcelles, avec un équipement pour l'installation et la conduite des cultures sur 280 hectares, pour le transport, pour le calibrage, pour la conservation des melons, qui est très important. On a 180 000 euros d'amortissement économique annuel. Mais tout cet équipement n'empêche pas le fait qu'il y a quand même une charge en travail qui est très élevée parce que la récolte reste manuelle, hein, avec, voilà, donc on a 40 jours de travail par hectare en moyenne sur l'année, et ce travail étant quasiment intégralement réalisé par une main-d'œuvre qui est salariée. Et en termes de rémunération, le revenu agricole par jour de travail des associés, une fois qu'on a déduit ses salaires et ses coûts, est à peu près de 600 euros. On compare cette production de melons avec, à droite, un système de production en maraîchage diversifié, en agriculture biologique, avec vente directe des légumes, mise en œuvre par des agriculteurs qui sont installés hors cadre familial, avec une faible capacité d'investissement. Alors, c'est des exploitations qui ne sont pas nombreuses, mais qu'on a retrouvées quasiment dans toutes les régions d'études. Et ce qu'on observe, c'est que même s'il y a un seul hectare qui est cultivé, on a une charge en travail qui est très importante, liée au fait que le travail est essentiellement manuel, qu'il n'y a pas de possibilité de lutte chimique pour voilà, gérer les adventices ou les maladies, et qu'il y a une diversité d'espèces et même de variétés qui va être cultivée et commercialisée. Alors ça permet d'étaler le travail au cours de l'année, mais ça produit énormément de travail. Donc on est à 700 jours de travail par hectare au total, qui est la valeur la plus élevée de notre étude. Et on observe aussi que la rémunération de ce travail est particulièrement faible, avec un revenu agricole par jour qui est de 72 euros, donc inférieur au SMIC. Et pour terminer, on a ici deux systèmes qui sont présentés, qui correspondent à de la viticulture. L'un sur 18 hectares en conventionnel, avec vente des raisins à une coopérative, et l'autre à droite sur 7 hectares en agriculture biologique, avec transformation en cave particulière et commercialisation du vin en circuit court. Le niveau d'équipement, il est plus élevé dans le deuxième cas, hein, du fait de la cave particulière. Le travail, il est aussi plus élevé dans le deuxième cas, parce qu'il y a du travail qui est consacré à la conduite biologique, à la vendange manuelle, à la transformation des raisins,
et à la vente du vin. Donc on a voilà, un nombre de jours de travail par hectare qui est plus élevé dans le deuxième cas. Mais la particularité là, de ces systèmes viticoles par rapport à ce qu'on a observé jusque-là, c'est que la rémunération du travail est ici nettement supérieure en agriculture biologique avec transformation et vente en circuit court. Donc on a un revenu qui est par jour qui est de 271 euros contre 120 dans le premier cas. Donc ça suggère qu'à la différence des autres productions étudiées, le travail supplémentaire qui est exigé par l'agroécologie, il est correctement rémunéré dans ce cas de la vigne. Donc ça montre que c'est possible. Alors, pour synthétiser, nous allons nous appuyer sur ce schéma. Alors, il n'est pas du tout à l'échelle, mais il a pour but voilà, de synthétiser les résultats obtenus et puis d'ouvrir la discussion. Donc, sur lequel on a les jours de travail par hectare en abscisse et en ordonnée, la productivité ou la rémunération journalière du travail. Alors, tout d'abord, ce qu'on représente sur ce schéma, c'est cette dynamique historique principale dans toutes les régions étudiées, qui est celle d'une réduction de la quantité de travail à l'hectare et d'un accroissement de sa productivité, qui s'appuie sur la motomécanisation et la hausse continue du niveau d'équipement. Donc, ce qui est très clair dans toutes les régions étudiées, c'est que c'est cette dynamique-là qui n'est pas celle de l'agroécologie, hein, qui marque en fait, qui reste la dynamique centrale d'évolution de l'agriculture. Elle est donc toujours en cours, même si avec le temps, elle correspond à un nombre de plus en plus réduit d'exploitations qui vont avoir les moyens d'investir. À côté de cela, on a observé l'émergence de systèmes de production qui se rapprochent plus de l'agroécologie, souvent le fait d'agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui, pour ces raisons, peinent à accéder à suffisamment de terres et d'équipements pour s'inscrire dans la trajectoire historique. Alors, ils mettent en place des pratiques agroécologiques qui leur demandent plus de travail, donc ils sont situés plus à droite sur le schéma, mais on a aussi vu que la rémunération était également bien souvent plus faible, se rapprochant du SMIC. Alors, le monde agricole des régions étudiées, il ne se résume pas à cette dichotomie, hein, avec peut-être d'abord cette production arboricole ou de melons dans lesquels on a également une très grande quantité de travail à l'hectare, mais combiné avec une forte rémunération, dont on a abordé les principes tout à l'heure avec cette embauche de saisonniers pour les pics. Et puis, on a aussi, alors on n'en a pas parlé, mais cette évolution de l'élevage laitier à l'élevage allaitant, et surtout, ce dont on a parlé plus, l'évolution, l'inflexion d'une partie des exploitations agricoles à partir de la trajectoire principale. Donc, depuis 1 à 2 décennies, une partie des exploitations qui sont bloquées ou dans leur trajectoire d'agrandissement, elles se sont lancées dans soit la production de semences, soit elles ont ajouté un atelier d'élevage hors sol, elles se sont converties à l'agriculture biologique, voire elles ont ajouté un atelier de transformation pour tout ou partie de leur production. Alors, c'est une évolution qui correspond à une augmentation de la quantité de travail par hectare, d'où ce déplacement vers la droite sur ce schéma, avec des résultats qui restent, ceci dit, variés en termes de rémunération. Et puis, ce qu'on peut dire aussi par rapport à notre question d'extension de l'agroécologie, c'est que si certaines de ces inflexions relèvent clairement de l'agroécologie, ce n'est pas le cas de toutes, comme par exemple la production de semences, qui est très consommatrice de pesticides, ou l'élevage de poulets, même s'il est en label rouge. Le bilan qu'on peut tirer de tout ça, c'est que d'une part, il reste toujours très attractif dès lors qu'on en a les moyens de suivre cette dynamique historique principale qui ne va pas dans le sens de l'agroécologie, et que donc pour favoriser l'installation et les inflexions vers l'agroécologie, il est crucial que le travail supplémentaire qui est exigé par ces pratiques soit rémunéré, c'est-à-dire qu'il soit associé à la fois à une baisse des coûts, mais aussi à un écart de prix. Et ce qu'on a observé, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les régions étudiées, avec peut-être un contre-exemple qui peut nous inspirer avec la vigne, pour laquelle on a observé que le travail supplémentaire consacré à la conduite biologique, la vendange manuelle, la transformation et la vente est plus que compensé par l'écart de prix avec le raisin qui est vendu en cave coopérative. Un autre élément de conclusion, c'est que les subventions, pour l'essentiel, qui sont proportionnelles à la surface et sont de ce fait complètement déconnectées de l'agroécologie, ne vont pas dans le bon sens pour assurer cette transition massive. Et enfin, une dernière observation, c'est qu'il y a un enjeu qui ressort de ce travail, à mieux considérer précisément le travail dans les recherches sur l'agroécologie, à mieux tenir compte de ça, ce qui pose tout un tas de questions d'ordre méthodologique qu'on a peu exposées là, mais peut-être dont on pourra discuter par la suite.